J'espère que jusque-là votre nouvelle année se passe bien, que la vie prend bien soin de vous et tout ça, et sinon je vous fais des bisous. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu de crypto, et en particulier j'aimerais qu'on essaie de répondre à une question brûlante mais qui revient souvent. Est-ce qu'elles sont vraiment utilisées? Je veux dire, à part pour faire de la spéculation, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et j'aimerais qu'on parle de cas d'usage et de projets concrets sans se laisser un peu emporter par le langage marketing ou le jargon technique, que je vais d'ailleurs faire l'exercice d'essayer d'éviter. Et dans le respect de la tradition sur YouTube, je vais garder mes projets préférés pour la fin, enfin pour la dernière partie. Cette vidéo peut faire une bonne vidéo d'introduction pour des débutants dans les crypto-monnaies. Par contre, je me permets de préciser que je ne suis ni grande fidèle des crypto-monnaies, ni grande détractrice des crypto-monnaies, juste curieuse, et surtout, l'investissement dans les crypto-monnaies présente un risque très élevé de perte en capital. Donc faites attention à vous. Je vous avais montré dans ma vidéo précédente, dans laquelle je vous présente mon portefeuille d'investissement, que j'avais investi une partie dans les crypto-actifs. Et j'en avais profité pour vous donner les grands arguments en leur faveur. Des arguments qui sont très théoriques plus que pratiques. Donc cette fois-ci, je vous refais un récap, mais avec le bon et le mauvais. Grâce à la blockchain, la technologie qui supporte les crypto-actifs, on peut théoriquement assurer la traçabilité de tous les échanges, qu'on va appeler des transactions, puisque ces échanges vont être validés, ajoutés dans l'équivalent d'un gros registre, répliqués chez un petit peu tout le monde et visibles de tous. Ce qui rend ces transactions, normalement, très difficilement falsifiables. On peut mettre en place des règles de fonctionnement, comme une quantité qui serait fixe, ou des modalités de validation des transactions, ou des modalités de rémunération des personnes qui ont validé les transactions, ce qui permet ensuite de se passer d'une autorité centrale comme les banques centrales qui manipulent la quantité de monnaie. Et on peut retirer des intermédiaires dans les échanges entre les gens, puisqu'ils peuvent du coup faire un envoi de leur portefeuille vers le portefeuille de leur destinataire sans passer par une entité comme une banque. Ce sont des arguments qui sont intéressants et qui méritent d'être étudiés, mais par contre dans les faits ce n'est pas suffisant. Parce que dans les faits, on n'a pas encore de réglementation claire et stable, et du coup ça représente un risque d'être freiné pour ceux qui développent de nouveaux projets, mais ça ne permet pas non plus de protéger les utilisateurs d'une arnaque, de piratage, ou même juste d'une erreur de saisie en fait. Si vous vous trompez de portefeuille, c'est foutu, on ne peut pas annuler et on ne peut pas se plaindre auprès de quelqu'un. Il reste encore du travail pour améliorer la performance des plateformes et pour réduire les coûts liés à leur utilisation, comme les frais de transaction pour les utilisateurs, mais aussi la consommation d'énergie liée aux validations des transactions et à l'impact écologique. Tout ça. Et comme souvent, dans cet écosystème, les plus riches finissent avec plus de pouvoir, puisqu'ils ont de plus grandes chances de pouvoir valider les transactions et donc d'être rémunérés, mais aussi parce qu'ils impactent grandement les cours, en particulier lorsqu'ils vendent, au détriment des plus petits portefeuilles et des derniers entrants dans l'écosystème. Du coup, on est encore loin d'une adoption de masse et de cas d'usage quotidien pour le commun des mortels. Du coup, beaucoup de gens, et même de grandes institutions, investissent dans les crypto-monnaies essentiellement pour faire de la spéculation, c'est-à-dire en se disant qu'elles pourront revendre plus cher plus tard, plutôt qu'avec de vraies convictions sur la réelle utilité des cryptos et leur pérennité. C'est tentant parce que les gains sont parfois vraiment fous, le marketing il fait vraiment rêver, on parle de liberté, de justice, de finances pour tous, de disruption. Et le jargon technique dans le domaine des cryptos est tellement spécifique et compliqué qu'il est super convaincant, ou super dissuasif. Maintenant, il faut s'intéresser à ce qu'on en fait vraiment de ces crypto-monnaies. Comme le suggère le nom, une des premières utilisations possibles pour les crypto-monnaies, même si c'est pas le plus pratique et on va le voir, c'est comme monnaie. Une monnaie a 3 grandes fonctions. Un moyen d'échange, c'est-à-dire que je peux donner des euros à la Fnac en échange de billets pour des places de théâtre. Une réserve de valeur, donc je peux garder des euros dans une tirelire et m'en servir plus tard. Un instrument de mesure de la valeur, j'ai un bracelet en or et je peux dire qu'il vaut 300 euros. J'ai inventé ce nombre. Le Bitcoin, la toute première crypto-monnaie et qui a apporté la technologie de la blockchain, est un bon exemple de crypto qui est parfois utilisé comme monnaie dans la vraie vie. En particulier, les transactions sur la blockchain du Bitcoin sont très sécurisées parce que pour valider des transactions, il est nécessaire d'avoir beaucoup de puissance de calcul pour résoudre des problèmes mathématiques compliqués. Pour une utilisation comme monnaie d'échange, les cryptos profitent d'une confiance qui est grandissante dans la population, mais sont limitées par des performances techniques qui sont très basses et des frais de transaction qui sont très élevés. De plus en plus d'enseignes autorisent les paiements en crypto et surtout en Bitcoin, comme on peut le voir avec les 28 500 enseignes qui sont répertoriées, parmi lesquelles on peut retrouver
Microsoft, Wikipédia, UNICEF, Tesla pendant quelques minutes et puis après ils ont changé d'avis. Mais bon, il y a pas mal d'enseignes qui les acceptent. Visa et Coinbase se sont aussi associés pour proposer une carte de débit qui permet de faire des paiements en crypto-monnaie dans la vraie vie. Le Salvador reconnaît le Bitcoin comme une monnaie officielle à partir de 2021, mais ça n'a pas été franchement adopté depuis. Et je suis curieuse de voir les impacts économiques que ça peut avoir aussi si jamais c'est adopté, donc si vous avez des nouvelles, donnez-moi des nouvelles. Mais certains pays, au contraire, interdisent l'utilisation des cryptos, comme l'Algérie, la Bolivie ou la Chine. Pour ce qui est d'utiliser les cryptos comme réserve de valeur ou comme moyen de mesurer la valeur, c'est très loin d'être possible avec la volatilité. En période d'euphorie sur les cryptos, votre épargne peut faire x3, x10, même plus, alors que quand les premiers entrants sur les cryptos revendent pour matérialiser un petit peu leurs gains, vous pouvez tout perdre. Et certaines cryptos de type stablecoins permettent de pallier aux problèmes de volatilité en adossant la valeur de la crypto à des monnaies traditionnelles comme le dollar. Et là, pas de spéculation. Oh non, je vais être toute timide maintenant. Tu peux te cacher dans la chambre? Au-delà de l'utilisation des cryptos comme monnaie, on assiste à la mise en place de toute une finance décentralisée. Il y a un certain nombre de reproches qu'on peut faire au système financier traditionnel. Les transactions peuvent être longues et coûteuses, même si c'est de moins en moins le cas avec les banques en ligne et les fintechs. On ne sait pas comment est utilisée notre épargne, où elle va ou ce qu'elle finance. Comme les banques détiennent notre épargne, elles peuvent geler les retraits ou faire faillite et ne pas être en mesure de nous rendre l'intégralité de nos fonds. C'est assez rare, mais ce serait quand même bien pénible. Et il peut y avoir des dérives qui impactent tout le monde, comme la crise des subprimes. Le compte est bon. En termes simples, la finance décentralisée permet d'accéder aux services financiers habituels, comme les virements, l'épargne, la conversion, la collecte de fonds, les prêts, l'investissement ou même les paris, et tout ça sur les blockchains qui ne sont possédés par personne, et donc sans passer par des intermédiaires comme les institutions financières traditionnelles. C'est permis par certaines plateformes comme Ethereum ou Cardano qui proposent des smart contracts, des contrats qui vont s'exécuter automatiquement et donc pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir des intermédiaires pour s'assurer que les conditions du contrat sont bien respectées. Ce sont des algorithmes plus que des contrats, du style « si telles conditions sont remplies, alors je fais telle transaction ». Si je prête 1000 à José, alors dans un an il me rend 1100. Un truc comme ça. Mais je précise que ces smart contracts n'ont pas de valeur légale et ne protègent pas les parties si jamais il doit y avoir un souci. Pour donner un petit exemple que j'aime bien de services financiers décentralisés, les smart contracts permettent d'avoir une épargne rémunérée grâce à ce qu'on appelle le staking. C'est juste un exemple, on va pas en faire plus parce que sinon on en a pour toute la nuit. C'est un peu compliqué, mais sur certaines blockchains, les transactions sont validées par des gens qui sont sélectionnés en fonction du nombre de cryptos qu'ils vont mettre en jeu, en anglais stake, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas du tout intérêt à permettre une erreur. Et ensuite, ces gens sont rémunérés pour avoir validé. Le staking, du coup, c'est accepter que ces cryptos soient bloqués et mis en jeu pour recevoir en contrepartie une partie de la rémunération liée à la validation des transactions. Et tout ça est géré par un smart contract. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité pour un utilisateur, il suffit juste de cliquer sur Stake, ne plus toucher à ces cryptos et toucher un rendement qui est par exemple sur Cardano de 5,90%. On passe à ma partie préférée où on va pouvoir parler de plein de projets un peu différents. On l'a mentionné, une des utilisations possibles des blockchains, c'est de garantir la traçabilité de quelque chose, puisque sur une blockchain, tout ce qui se passe est validé et inscrit et non modifiable. Autre chose qui peut aider dans ce sens et dont vous avez sûrement entendu parler, ce sont les NFT, les tokens non fongibles. Ce sont des tokens qui sont uniques, comme si chaque token portait un numéro de série, et donc qui ne peut se trouver qu'à un seul endroit à la fois dans la blockchain et dont on peut suivre les déplacements dans la blockchain. Le projet Veritree par exemple, qui utilise la blockchain de Cardano, propose des solutions de reboisement. C'est une entreprise qui permet de collecter des fonds, qui ensuite propose des solutions pour collecter des données fiables sur les arbres qui sont réellement plantés au sol, qui va générer un token unique pour chacun des arbres qui a été planté, et ce qui lui permet ensuite de communiquer de manière transparente avec tout le monde, mais en particulier les personnes qui ont financé le reboisement. Et ce projet a permis de planter déjà 1 million d'arbres à Madagascar, pays qu'on aime bien. Un autre exemple qui est aussi sur la blockchain Cardano, que j'aime bien, c'est le projet d'Atala Prism en partenariat avec le ministère de l'Éducation éthiopien et qui consiste à créer des identités numériques pour 5 millions d'étudiants et aussi des enseignants
pour ensuite suivre sur la blockchain leur parcours, tracer leurs résultats et certifier leur diplôme pour pouvoir améliorer le système éducatif dans le pays, mais aussi pour que les candidats soient crédibles quand ils postulent à un établissement du supérieur ou à un nouveau poste. Encore un autre exemple, c'est l'utilisation de la blockchain avec des identifiants numériques pour permettre à des gens de s'authentifier, voter et ensuite vérifier que leur vote a bien été pris en compte de la bonne manière. Ça a déjà été fait avec plus ou moins de succès dans plusieurs pays. Ça a été le cas à Neuilly-sur-Seine ici en France, à Tsukuba City au Japon et à West Virginia aux États-Unis. Mais il me semble que c'était pas pour voter pour des candidats, c'était plutôt pour voter pour des projets de développement. Et l'exemple que j'évite, c'est l'utilisation des NFT pour identifier des images ou des actifs numériques comme s'ils étaient uniques, alors que bon, ils peuvent être tout à fait répliqués à l'infini, pour ensuite les vendre, les revendre, les re-revendre à l'infini pour des millions et des millions, sans que ça ne soit très utile ou sans que ça ne rémunère vraiment justement toujours les vrais artistes à l'origine de ces actifs numériques. C'est une option qui existe, vous pouvez spéculer avec tant que c'est la mode, j'espère que vous sortirez à temps avant que la mode ne retombe, et voilà, je n'en pense rien de plus. En conclusion, à terme, je ne pense pas que les crypto-monnaies en elles-mêmes vont continuer à augmenter en valeur à l'infini. Par contre, je pense que la technologie de la blockchain est intéressante et que du coup, elle va continuer à se développer et des entreprises vont s'en servir pour nous proposer de nouveaux services. C'est pareil, il y a eu beaucoup de spéculations sur les dot-com pendant un temps, mais si on regarde avec un peu de recul, aujourd'hui, on n'en est plus à s'arracher des sites internet à prix d'or. On a plutôt des entreprises qui développent des services sur ces nouvelles technologies et qui nous proposent des services. Je suis fatiguée. Bref, vous comprenez le point. Comme je l'ai dit, je suis pas du tout convaincue par les NFT pour des collections d'images, mais en même temps, je suis pas du tout le public visé. Les superstars qui achètent des NFT super chers pour afficher leur statut achètent déjà un paquet d'autres choses que je comprends pas toujours. Je suis consciente que je ne maîtrise pas totalement ce sujet parce que je suis un peu votre investisseuse normale de tous les jours. Mais si vous voulez apporter plus d'informations, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, je suis très ouverte. Si vous le pouvez, restez nuancé parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup de potentiel, d'avantages, de grandes forces, de gros problèmes. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de votre temps aujourd'hui. Passez une excellente semaine, je vous fais des gros bisous. Bisous!